pour la même valeur de calcémie, une hypocalcémie aiguë sera moins bien tolérée et s'accompagnera d'un tableau clinique plus bruyant qu'une hypocalcémie d'installation progressive. Pourquoi? Parce que quand c'est installé progressivement, le corps a le temps de s'adapter et a le temps d'augmenter, a le temps de s'adapter et donc de chercher d'autres moyens pour augmenter la calcémie. Alors, pourquoi on craint l'hypocalcémie? Elle a des manifestations qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Les manifestations neurologiques, centrales, respiratoires et cardiovasculaires. Donc, c'est ce qui peut faire la gravité du tableau et peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Donc, nous allons parler des signes neuromusculaires et respiratoires. D'abord, on peut avoir des paresthésies au niveau des mains, pieds, mais aussi au niveau péribuccal. Le fameux signe de Chvostek, c'est une contraction péribuccale par percussion du nerf facial, d'accord, au regard de l'arcade azygomatique, plutôt zygomatique. Le signe de Trousseau, position en main d'accoucheur, lors de la compression du bras par un brassard à tension. Voilà, le signe de Trousseau ou bien de l'accoucheur. Donc, en faisant une compression au niveau du bras, donc on va avoir ce signe. Les crises de tétanie. Donc, ces crises de tétanie qui vont faire la gravité du tableau accompagnent surtout l'hypocalcémie aiguë, donc qui survient rapidement et sévère. Elle débute par des fasciculations, puis des contractures généralisées. Ces contractures peuvent aboutir à un laryngospasme, c'est-à-dire un spasme au niveau du larynx, d'accord, et un spasme diaphragmatique qui peuvent être responsables d'un arrêt respiratoire. Arrêt respiratoire, hypoxémie, qui va engendrer un arrêt cardiaque par la suite. Maintenant, les signes neurologiques, pourquoi elles peuvent être graves? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des calcifications, des noyaux gris. On appelle ça le syndrome, on le retrouve dans le syndrome de Farr. Ce syndrome de Farr, responsable de signes extrapyramidaux. Les signes extrapyramidaux, c'est la rigidité, la même chose, et c'est les tremblements. Et ils peuvent donner aussi des crises commiciales, donc des convulsions qui peuvent aggraver le tableau clinique. Les signes cardiovasculaires, c'est un allongement du segment QT pouvant être responsable, donc un allongement du segment QT. Cet allongement du segment QT va être responsable de troubles du rythme, peut aboutir à une tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire, torsade de pointe. Alors, vous comprenez que ces trois troubles égalent un arrêt cardiaque, d'accord? L'hypocalcémie peut être responsable aussi d'une diminution de la contractilité myocardique, donc peut donner lieu à une insuffisance cardiaque. Les deux cas, donc, c'est des urgences cardiovasculaires, bien sûr. Donc, voici les calcifications dont je vous ai parlé au niveau des noyaux gris et l'allongement de QT, d'accord? Donc, on calcule le QT corrigé. S'il est supérieur à 500 à peu près, donc à 0,46 jusqu'à 0,5, donc on va parler d'un allongement de QT. Donc, cet allongement de QT peut donner des troubles du rythme, tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire, et ça peut donner l'arrêt cardiaque. Alors, le diagnostic de l'hypocalcémie, donc cliniquement, mais parfois, on fait le diagnostic d'une hypocalcémie sans avoir de signes cliniques par un bilan biologique. Un bilan biologique, on va doser la calcémie totale, calcium ionisé si on a une hypocalcémie, et l'albuminémie. Si on dose le calcium total, donc on doit doser l'albuminémie. Si on peut faire le calcium ionisé, encore mieux. Là, le magnésium, la magnésémie, nous allons voir que l'hypomagnésémie
donc, a des effets sur la calcémie. Elle peut engendrer une hypocalcémie. Le bilan rénal, l'insuffisance rénale chronique, nous allons le voir prolongée, peut donner une hypocalcémie. La gazométrie, l'alcalose peut donner une hypocalcémie. Nous avons dit que l'alcalose diminuait le calcium ionisé. Le taux de parathormone, donc hypoparathyroïdie, de la vitamine D, voilà. Ou bien nous allons orienter selon les bilans selon le contexte clinique. Donc ECG, bien sûr qu'il faut faire un ECG devant une hypocalémie à la recherche donc de troubles du rythme et bilan radiologique. Maintenant, on revient aux étiologies. Donc, ça peut être une hypoparathyroïdie, donc rare, c'est des cas rares. Elle associe une hypocalcémie et une hypocalciurie, donc baisse de la calciurie, baisse de la parathormone et de la vitamine D. Donc, peut être primitive, donc idiopathique ou congénitale, syndrome de Dijorge, ou bien secondaire après une chirurgie de la thyroïde, donc on peut toucher à la parathyroïde ou bien une affection médicale, une tumeur, ou bien une maladie de système comme la sarcoïdose, granulomatose comme la sarcoïdose, qui peut donner une, d'accord, une hypoparathyroïdie. Ça peut être une pseudo-hypoparathyroïdie, c'est-à-dire que j'ai de la parathormone, mais les sites d'action ne se fait pas. Donc, il y a un problème au niveau des récepteurs. Et les récepteurs sont soit rénaux, soit osseux. C'est les deux sites d'action de la parathormone. Elle associe donc une baisse de la calcémie, de la calciurie, mais attention, une élévation de la PTH, de la parathormone. Donc, on le retrouve dans certaines affections héréditaires, comme l'ostéodystrophie héréditaire, qui associe à la pseudo, comme on l'appelle l'ostéodystrophie héréditaire d'Albright, associe une pseudo-hypoparathyroïdie, un syndrome dysmorphique, c'est-à-dire un certain faciès qui est arrondi, une petite taille, d'accord, obésité, détérioration mentale. Maintenant, déficit en vitamine D, ça c'est plus fréquent. Déficit en vitamine D, c'est très très fréquent en Algérie, associe une baisse de la calcémie et une élévation de la parathormone. Le mécanisme, un défaut d'apport, défaut d'ensoleillement, ou bien malabsorption, donc il y a les maladies de malabsorption, défaut donc de récepteurs de la vitamine D. Donc, tout ça peut donner, c'est les mécanismes qui peuvent donner une hypovitaminose D. Elle va être responsable d'un rachitisme chez l'enfant et ostéomalacie chez l'adulte. Ostéomalacie, c'est-à-dire un os qui est complètement vide, d'accord? Il n'y a pas de trame, presque pas de trame, d'accord? Et ils font des fractures pour les adultes, donc ils peuvent faire des fractures très facilement. Quelles sont les autres étiologies? Les autres étiologies, on a dit l'insuffisance rénale par baisse de la production de vitamine D. Nous avons dit que le rein était responsable de d'hydrolyser donc la vitamine D et pour donner le calcitriol. Et donc la forme active de la vitamine D et donc l'insuffisance rénale va engendrer une baisse de la vitamine D. Donc une hypocalcémie. La pancréatite aiguë, destruction de la parathormone par les protéases et l'hypomagnésémie, résistance à la parathormone. Donc, on a dit l'hypomagnésémie sévère, donc il faut doser le magnésium, la pancréatite. Si on a des douleurs abdominales en barre, des douleurs très importantes, il faut aller faire la liposémie à la recherche d'une pancréatite aiguë. L'insuffisance rénale, donc le bilan de routine.
Quel est le traitement de l'hypocalcémie? Donc, pour la forme modérée, pour les formes modérées qui sont majoritaires, c'est en dosant la calcémie quand, quand donc on fait le diagnostic. Parfois, elles sont asymptomatiques. D'accord? Il y a quelques... Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? Oui, Oui, c'est bon. Très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? oui, madame. Donc, nous avons parlé du traitement de l'hypocalcémie. On a dit pour les formes modérées qui sont le plus souvent asymptomatiques, c'est la calcémie normalement est supérieure à 1,8 millimol par litre. D'accord? On fait une supplémentation orale par du calcium, 500, 3, 4 fois par jour, ça dépend. D'accord? Mais pour les formes sévères, symptomatiques, en général, la calcémie est beaucoup plus diminuée, c'est-à-dire inférieure à 1,8 millimol par litre. C'est une urgence thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque respiratoire, laryngospasme, spasme diaphragmatique, parce que il y a un risque de convulsion, il y a un risque cardiovasculaire, donc de troubles du rythme qui peuvent donner l'arrêt cardiaque. Donc, il faut agir rapidement. D'accord? L'objectif est de traiter et prévenir les complications graves. Donc, on va supplémenter par voie intraveineuse cette fois-ci, IV lent, jusqu'à ce que la calcémie soit supérieure. Donc, notre objectif thérapeutique, c'est une calcémie supérieure à 2 millimol. On va donner du calcium, 200 à 300 mg de calcium élément, c'est-à-dire 300 poules de gluconate de calcium dans 100 millilitres de sérum glucosé à 5%, et on va le faire passer en 10 à 15 minutes. Donc, dans un premier temps, augmenter rapidement mon calcium, puis on va donner 0,5 à 2 mg kilo-heure, soit à la seringue électrique, soit carrément, on prend 10 ampoules de gluconate de calcium dans 500 millilitres de sérum glucosé et on va le faire passer pendant 6 à 8 heures. Donc, voici pour la calcémie. Pardon. Pour les formes, bon, je me répète, hein, d'accord. Les autres mesures thérapeutiques. L'hypomagnésémie doit être corrigée. Tant qu'on n'a pas corrigé l'hypomagnésémie, l'hypocalcémie va persister. Donc, d'abord, il faut doser le magnésium et il faut corriger l'hypomagnésémie. Je dois corriger aussi l'acidose. Pourquoi? Parce que l'acidose, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va, normalement l'acidose, elle va augmenter ou diminuer le calcium. Normalement, l'alcalose diminue le calcium et l'acidose va augmenter le calcium. Mais si avant que donc il faut corriger la calcémie avant que l'acidose ne se corrige, car la remontée du pH entraîne une baisse rapide du calcium. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, on va vous l'expliquer après. Ou bien si vous n'avez pas compris, vous me le dites. Normalement, la calcémie, d'accord? On a une hypocalcémie. Si j'ai une acidose, normalement, ceci va diminuer la calcémie. Mais si je commence à corriger mon acidose, la remontée du pH, la remontée du pH va diminuer mon calcium. Comprenez? Quand j'augmente, plus j'améliore mon pH, plus le calcium, il va baisser. Et quand le calcium va baisser, il va encore aggraver mon hypocalcémie. Donc, corriger la calcémie avant que l'acidose ne se corrige. Parce que quand l'acidose va se corriger, elle va aggraver l'hypocalcémie. J'espère que vous l'avez compris. Nous allons entamer donc l'hypercalcémie.
L'hypercalcémie, c'est l'inverse. Elle se définit par une calcémie totale corrigée, attention, toujours corrigée, supérieure à 2,6 millimoles par litre. Donc, la moitié de 2,5, c'est 1,3. Donc, c'est une calcémie ionisée supérieure à 1,3 millimoles par litre. Donc, vous avez bien compris ce principe, soit la calcémie totale avec albumine, soit la calcémie ionisée. L'hypercalcémie grave se définit par une calcémie totale supérieure à 3,5 millimoles, donc à peu près supérieure à 140 mg par litre, ou comme une hypercalcémie symptomatique, quelle que soit sa valeur. Alors, quel est le mécanisme? Nous avons vu le mécanisme de l'hypocalcémie, soit il y a une diminution de la sécrétion de la parathormone, soit il y a une résistance à l'action de la parathormone. Ici, soit il y a une augmentation d'apport, soit il y a une diminution des sorties. Alors, augmentation d'apport digestif, excès en vitamine D. Nous avons vu que la vitamine D aidait à la réabsorption, donc à l'absorption active. Donc, l'action de la vitamine D, c'est l'absorption active au niveau du duodénum du calcium. Donc, quand on a un excès de vitamine D, donc on a un excès d'absorption de calcium et donc une hypercalcémie. Un surdosage, donc, thérapeutique. C'est-à-dire, on donne à un malade du calcium et on l'oublie. Lui, il continue à prendre son calcium sans doser sa calcémie et donc ce sera un surdosage thérapeutique. Au niveau osseux, augmentation de la résorption osseuse par excès de parathormone. Excès de parathormone ou bien de substances ayant le même effet que la parathormone, nous allons voir ça. On appelle ça la PTHRP, releasing. Donc, c'est la parathormone like, si on veut. Elle sera d'origine néoplasique, d'accord? Ou bien certaines hormones, donc comme la thyroxine et les corticoïdes et les cytokines. Donc, nous allons voir tout ça dans les étiologies. Ou bien une diminution des sorties, diminution de l'excrétion du calcium, donc effet par exemple des diurétiques thiazidiques et du lithium qui vont agir au niveau du rein, mais en même temps, ils vont diminuer l'excrétion du calcium. Donc, un malade sous diurétique thiazidique ou bien sous lithium, il faut doser la calcémie. Alors, les conséquences de cette hypercalcémie, elle va avoir des conséquences sur le cœur, l'augmentation du gradient de concentration entre le calcium intracellulaire accélère, donc intracellulaire et extracellulaire, accélère l'entrée du calcium et l'ouverture des canaux calciques, ce qui conduit à une dépolarisation plus rapide. Ça se traduit à l'ECG par un raccourcissement du segment ST et de l'intervalle QT. Donc, ceci va donner des troubles du rythme cardiaque. Action sur le muscle lisse, l'augmentation du calcium intracellulaire majore la contraction des cellules musculaires lisses et donc va donner de l'HTA. Donc, trouble du rythme, HTA. Sur le rein, elle réduit la capacité rénale à concentrer les urines en inhibant la création d'un gradient osmotique corticomédulaire, donc entre la corticale et la médulaire du rein, et elle va inhiber donc l'action de l'ADH sur le tube collecteur et donc ça va donner une polyurie. Donc on aura une polyurie, cette polyurie va être responsable d'une déshydratation globale. Donc polyurie, déshydratation globale, trouble du rythme cardiaque et HTA. Donc déjà, on voit un peu le tableau clinique.
Les signes cliniques, signes généraux, asthénie, anorexie, mais déshydratation. Retenez ça. Signes digestifs, syndrome subocclusif, constipation, météorisme, vomissement. Signes cardiovasculaires, troubles du rythme, pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire et HTA. Donc, c'est les signes généraux qu'il faut craindre, la déshydratation, et c'est les signes cardiovasculaires, l'arrêt cardiaque par trouble du rythme. Neuromusculaire, hypotonie musculaire, diminution des réflexes ostéotendineux, convulsion. Donc, l'action au niveau neuronal, c'est les convulsions, la torpeur évoluant vers le coma. Les signes rénaux, donc on a dit une polyurie, mais aussi des coliques néphrétiques, donc des douleurs, insuffisance rénale. Insuffisance rénale par déshydratation globale. Autres, les douleurs articulaires, prurites, etc. La crise hypercalcémique aiguë se voit dans les hypercalcémies massives, c'est-à-dire calcémie supérieure à 3,5 mmol par litre ou bien supérieure à 140 mg par litre. Donc, on aura agitation, délire, convulsion surtout, qui peut aller jusqu'au coma. On aura des vomissements incoercibles, un tableau pseudo-chirurgical, d'accord, une déshydratation sévère avec insuffisance rénale fonctionnelle, fièvre, risque d'arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire. La crise hypercalcémique aiguë nécessite un traitement d'urgence. Alors, comment on va faire le diagnostic d'une hypercalcémie? En dosant la calcémie. Bien sûr, toujours rapporté à la protidémie ou bien à l'albuminémie, ou bien mieux que ça, une calcémie ionisée si on peut le faire, d'accord? La phosphorémie, oui. En fonction du contexte, un dosage urinaire du calcium et du phosphore, un dosage des phosphatases alcalines, de la parathormone et de l'AMP cyclique néphrogénique. Tout ça, c'est selon le contexte. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? Nous allons voir les étiologies responsables de l'hypercalcémie. Un bilan radiologique, radio du bassin. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche cette on recherche des signes de déminéralisation, d'accord, osseuse. Échographie cervicale, donc à la recherche. Donc, l'échographie cervicale, pourquoi? Les tumeurs de la parathormone, donc nous allons voir l'hyperparathyroïdie, les néoplasies, etc. D'accord? Et les étiologies, voilà, nous allons les voir en détail. Donc, les causes les plus fréquentes sont les hyperparathyroïdies et les hypercalcémies d'origine néoplasique. On va voir quelles sont les néoplasies, quels sont les cancers qui donnent l'hypercalcémie. Les autres causes, elles sont variées, donc, et multiples, et surtout pas très fréquentes, rares. Nous commençons par l'hyperparathyroïdie. Elle peut être primaire, adénome parathyroïdien. En général, les signes cliniques ne sont pas parlants. On va le découvrir par un bilan biologique. Ou bien secondaire à une insuffisance rénale, on a dit une insuffisance rénale prolongée, peut donner une hyperplasie des parathyroïdes. Donc, ça va être une hyperparathyroïdie secondaire. Les causes néoplasiques maintenant. Comment les causes néoplasiques peuvent donner une hypercalcémie, soit par ostéolyse, donc lyse de l'os, d'accord? Les métastases osseuses, mais cancer du sein, du poumon, du rein, de la thyroïde, et aussi les myélomes multiples, les lymphomes, ou bien sécrétion d'un peptide, donc related peptide, donc c'est de la PTH qui va faire le même effet que la PTH, que la parathormone, et donc il va augmenter
Donc, la sécrétion, il va augmenter donc l'absorption du calcium et donc ceci va donner une hypercalcémie. Donc, les causes néoplasiques, soit par ostéolyse, donc lyse osseuse, soit par parathormone-related peptide, qui lui va avoir, c'est une PTH-like, c'est une parathormone-like, elle va avoir les mêmes effets que la parathormone. Les autres causes, la sarcoïdose, les hypercalcémies iatrogènes, on a dit apport en vitamine D excessif ou bien en calcium excessif. Les diurétiques thiazidiques, on donne aux malades des diurétiques thiazidiques et on ne revoit pas le patient, on ne dose pas le calcium. Une immobilisation prolongée. Endocrinienne, nous avons vu les hyperthyroïdies, donc les insuffisances surrénaliennes aiguës, le phéochromocytome. L'insuffisance rénale aiguë, d'accord, peut donner aussi une hypercalcémie. Par quel phénomène? Dans la phase de récupération où elle va réabsorber euh, de façon excessive le calcium et va donner donc une hypercalcémie. C'est des causes qui sont rares. Enfin, pas très rares pour les apports de vitamines excessifs, les hypercalcémies iatrogènes, l'immobilisation prolongée, mais les autres, on ne les voit pas beaucoup. Par contre, les causes néoplasiques et l'hyperparathyroïdie, ce sont des causes qu'on voit souvent. Maintenant, le traitement de l'hypercalcémie, elle associe un traitement étiologique et un traitement symptomatique. Traitement étiologique, donc c'est selon le contexte. Soit faire de la chirurgie s'il s'agit d'une hyperparathyroïdie, s'il s'agit d'une néoplasie. D'accord? Il faut aller agir, il faut aller faire une chirurgie, donc enlever ces adénomes euh, ces adénomes parathyroïdiens, ou bien secondaire, on a dit, c'est-à-dire à une néoplasie, donc il faut aller traiter la néoplasie. Ou bien carrément arrêter s'il s'agit d'un surdosage en médicaments, arrêter s'il s'agit des diurétiques thiazétiques, faire un arrêt des diurétiques thiazétiques, arrêter la vitamine D, etc. Arrêter le calcium s'il prenait le calcium en excès. D'accord. Donc, c'est ça les traitements étiologiques. Maintenant, le traitement symptomatique, donc en parallèle, tout ça doit se faire en même temps. Traitement étiologique et traitement symptomatique. Symptomatiques, dans les formes modérées, en général, elles sont asymptomatiques, c'est-à-dire c'est un dosage de la calcémie qui va révéler cette hypercalcémie. Donc, une hypercalcémie en général inférieure à 3,4. Il faut réhydrater. Donc, qu'est-ce qu'on craint? La déshydratation parce qu'il y a une polyurie. Et donc, cette réhydratation va se faire par voie péreuse. On va demander aux patients de boire beaucoup d'eau et de diminuer les apports en calcium. Donc, c'est le cas des hyperparathyroïdies en attente d'une cure chirurgicale. Donc, on a découvert une hypercalcémie, on a recherché l'étiologie, c'est un adénome parathyroïdien. Nous allons demander aux patients de boire de l'eau, donc de diminuer les apports en calcium et nous allons le programmer pour une chirurgie. Donc, c'est la forme typique, l'adénome euh, l'adénome parathyroïdien. Ou bien, dans les formes sévères, donc en général, c'est supérieur à 3,5, on a dit, calcémie supérieure à 3,5 millimol par litre. Là, il faut commencer par une réhydratation et une réhydratation par voie intraveineuse. Normalement, c'est 3 litres, mais ça peut aller plus de 3 litres si le tableau est très sévère. Donc, c'est selon le tableau. Donc, dans les premières 24 heures. Donc, selon l'importance de l'hypercalcémie et de la déshydratation.
On va traiter aussi par les anti-ostéoclastiques. Donc, les ostéoclastes, euh, la PTH en général favorise l'action des ostéoclastes, d'accord? Euh, le PTH-related peptide, c'est-à-dire PTH-like, va stimuler aussi les ostéoclastes. Donc, on va fabriquer beaucoup de calcium. Donc, l'os va libérer beaucoup de calcium dans le plasma, dans le sang. On va donner un traitement qui va stopper cette action ostéoclastique, si on veut. On appelle ça les biphosphonates. Les biphosphonates, on connaît les biphosphonates qu'on donne par voie orale, en général chez les femmes ménopausées, les femmes ménopausées, donc, qui en général font des problèmes donc, euh, de d'émission. Et si on va les donner par voie orale, donc je vous le dis tout de suite, il n'y en a pas en Algérie, donc je ne sais pas s'il y a je ne les ai pas vus, mais il faut les connaître. Donc, je vous le donne à titre indicatif, ne les retenez pas. Je ne vais pas vous demander de retenir ces traitements. D'accord? Donc, je vais passer d'ailleurs très rapidement. Donc, le pamidrone, le zoledrone, injection unique. D'accord? Mais pas seulement les ostéoclastique, il y a aussi la calcitonine. On a dit que la calcitonine avait un effet inverse par rapport à la PTH et à la vitamine D. Donc, elle diminuait le taux de calcium dans le sang. Donc, on va donner de la calcitonine. La calcitonine, elle a un effet rapide, c'est ça son plus grand avantage, mais son effet est transitoire. Il ne dure pas. Quand est-ce que je vais l'utiliser? Je vais l'utiliser en même temps que que les biphosphonates, parce que les biphosphonates, ils ont un effet tardif. Ils commencent à donner leur effet à partir de la 48e heure. Donc, nous, on va donner de la calcitonine pour gagner du temps, donc pour couvrir le patient pendant cette période avant donc l'effet des biphosphonates. Donc, réhydratation, très important, biphosphonates, d'accord, par voie IV, et calcitonine en même temps que les biphosphonates, pour leur effet, bien sûr, rapide. Quels sont les autres traitements? Les corticoïdes. Les corticoïdes permettent de diminuer l'absorption intestinale du calcium. Elles sont utilisées en cas de surdosage en vitamine D ou bien dans les hémopathies ou la sarcoïdose. Donc, on donne de la vitamine D. La dialyse, quand on a une insuffisance rénale chronique, d'accord, avec hypercalcémie, on fait une dialyse pour traiter. Les diurétiques de l'anse, c'est le furosémide. Le furosémide, il fait fuir le potassium, mais il faut les utiliser prudemment parce que n'oubliez pas que le patient, il est en déshydratation importante, il est en polyurie. Donc, il ne faut pas s'amuser à donner du furosémide, on risque d'aggraver le tableau. Mais quand est-ce que je vais les donner? S'il y a une surcharge, c'est-à-dire si c'est un patient qui a une cardiopathie, donc risque de surcharge avec ces apports hydriques importants. Nous avons dit 3 litres. 3 litres, c'est beaucoup en 24 heures. D'accord? 3 à 6 litres. Donc, c'est beaucoup pour un cardiopathe, bien sûr. Donc, on peut s'aider par du furosémide qui va aussi éliminer le calcium. Et aussi en cas d'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale aussi donne de la surcharge, d'accord? Et donc, il trouve son indication. Sinon, si on n'est pas dans ces deux cas, donc il vaut mieux ne pas donner le furosémide, donc les diurétiques de l'anse. Donc, essayez de donner des corticoïdes, oui, à notre niveau déjà. Si on a une hypercalcémie qui n'est pas très bruyante sur le plan clinique, la crise hypercalcémique, donc
ou si on est devant un surdosage en vitamine D ou une hémopathie, il vaut mieux donner des corticoïdes. Essayez bien sûr de réhydrater, important la réhydratation. Maintenant, si on possède des biphosphonates par voie IV, il vaut mieux les donner, sinon on peut les donner par voie orale. Bon, sachant que l'action va durer, ne va pas se faire tout de suite. Voilà, je vous remercie et j'attends vos questions, s'il vous plaît. J'espère que vous Madame, avez compris. madame, Oui, Anna, s'il vous plaît, on calcule mais je vais, la attendez, je vais augmenter le son. Pardon. Oui, Madame, on calcule la oui. calcémie corrigée, quel Mhm. que soit l'albuminurie. Alors, L'albuminurie. alors, quand on fait une calcémie, si on fait une calcémie normale, calcémie, il faut doser l'albumine. D'accord? Si on a une hypoalbuminémie, ça va donner, ça va fausser, ça veut dire que votre, ou bien une hyperalbuminémie, ça veut dire que votre calcémie est fausse. Donc, il vaut mieux faire la calcémie corrigée. C'est très facile. On a beaucoup de, il y a une application, il y a beaucoup d'applications. On donne le calcium, le taux d'albumine et il vous donne directement le calcium corrigé. C'est pas la peine de se prendre la tête. D'accord? Alors, c'est quoi la calcémie ultrafiltrable? Alors, j'ai pas compris le mot ultrafiltrable. Alors, il y a la filtration glomérulaire. Est-ce que vous l'avez fait quand vous avez fait le rein? La filtration glomérulaire, c'est-à-dire vous avez le glomérule, le rein, il y a le glomérule et il y a tous les éléments du plasma qui vont aller passer par ce glomérule. Et donc, il y a des substances qui vont passer et il y a des substances qui ne vont pas passer. Les substances qui vont passer, on appelle ça des substances ultra-filtrables, c'est-à-dire elles sont filtrées par le glomérule. Et ceux qui ne passent pas, donc ne passent pas. Les protéines, normalement, ne passent pas par le glomérule. Si vous avez des protéines dans les urines, on appelle ça la protéinurie. Normalement, on doit avoir très, très peu de protéines dans les urines. Si on a des protéines dans les urines, attention, problème. Ça veut dire qu'il y a une insuffisance rénale, il y a un syndrome néphrotique, il y a un souci. D'accord? Donc, j'ai pas compris pourquoi l'hypercalcémie provoque une hypotonie musculaire. Normalement, le contraire. Alors, l'hypocalcémie donne un spasme. L'hypercalcémie donne une hypotonie. D'accord? Voilà. Traitement d'hypercalcémie fait les diurétiques malgré que qu'il y a une déshydratation. Oui, justement. Normalement, je ne donne pas des diurétiques. Je vous ai dit, ne donnez pas de diurétiques de Lens. Pourquoi je les donne? Je les donne quand j'ai une surcharge. Qu'est-ce que ça veut dire une surcharge? Un OAP. Ce patient, il est cardiopathe. Je suis en train de donner du 3 litres de sérum salé, d'accord? Ou bien de sérum glucosé. Je suis en train de le surcharger. Donc là, il trouve son indication. Je vais donner du Lasix, du furosémide pour en même temps euh, diminuer la surcharge et en même temps mais donner très très peu. Faites attention. Et en même temps corriger l'hypercalcémie. Pourquoi l'hypercalcémie ou la hypocalcémie? Cause spasme alors que le calcium, hein, alors que le calcium cause contraction. Pourquoi l'hypocalcémie? Oui, madame. Pourquoi l'hypocalcémie Elle donne une rigidité. Elle donne pas de contraction, justement. Elle donne une rigidité. Yeah. Vous avez compris? Hein? Est-ce que vous êtes en train de me parler ou là, j'ai pas compris? Madame, pourquoi l'hypocalcémie provoque les crises d'étanie et la laryngospasme? Il faut aller,
Non, C'est allez, comme- normalement. Normalement, le calcium, il donne une contraction. Oui, ياك؟ هكذا. Mais quand j'ai une hypocalcémie, j'ai pas de calcium. واش راح يصير له هذاك le muscle؟ ما كاش Normal- calcium pour qu'il y ait contraction. Il va être rigide. هكذا. normalement ما كاش contraction. Il va être rigide. انت عندك la rigidité. Ça veut dire que c'est une contractilité, une hypercontractilité. C'est ça? Oui, Non, non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Au contraire, il donne des laryngospasmes, il donne des spasmes. D'accord? L'hypocalcémie donne des spasmes. D'accord? d'accord, madame. Hmm. Ah, ok. Alors, ça va causer une rigidité. Ça va causer un spasme. D'accord? Quand vous voyez donc, les crises, donc les jeunes filles, quand elles commencent à trembler, elles commencent à spasmer, d'accord? Par, c'est-à-dire donc Crise les, titane. les crises ماشي de tétanie. Là, la tétanie, c'est une maladie. Donc, les jeunes filles زعما, qui font des problèmes, etc. En général, elles font des spasmes. Si vous avez remarqué, elles tremblent, elles spasment comme ça. On leur donne du calcium. On se dit peut-être qu'il y a une hypocalcémie quelque part. Les DNV, صحيت. Voilà, je cherchais le mot. Peut-être qu'il y a une hypocalcémie ou là, une hypomagnésémie quelque part. D'accord? D'accord, vous avez compris. Oui, madame. Alors, docteur, l'eau contient calcium. Oui, certaines eaux contiennent du calcium. Donc, l'eau minérale, hein, l'eau minérale, il faut aller voir, il faut aller lire la teneur en calcium. Donc, il y a de calcium أكثر من الآخرين. D'accord? Voilà. Docteur, vitamine D inhibe. Là, là. La vitamine D inhibe la parathormone, en même temps élève le taux de calcium. Alors, donc نفهموا مليح. La vitamine D, مليح. La parathormone, c'est elle qui est responsable de l'hydroxylation de la vitamine D au niveau du rein pour donner le calcitriol. Le calcitriol هذا هو اللي يدير l'absorption active du calcium oui, au niveau de l'intestin et la réabsorption au niveau du rein. هكذا. Mais la vitamine D en même temps, quand on arrive à un certain taux de vitamine D, oui, c'est bon, on n'a pas besoin de plus de vitamine D, c'est sûr que elle va, elle va, comment dire ça? Elle va inhiber l'action de la parathormone, d'accord? Pour qu'il n'y ait pas, c'est un côté de l'eau, pour qu'il n'y ait pas d'activation de plus. Attendez, rigidité, oui. Est-ce que vous avez compris? Moi, je pense qu'il vaut mieux poser les questions directement. Poser une rigidité. Nanana. Alors, est-ce que vous avez compris pour la vitamine D? La vitamine D, elle augmente le calcium dans le sang par plusieurs sites. Donc, au niveau de l'intestin, absorption active, au niveau du rein, réabsorption, au niveau de l'os, elle stimule les ostéoclastes. D'accord? Sous spasme, c'est rigidité. Ah oui, spasme, c'est on est rigide. Laryngospasme, quelqu'un qui spasme, allez-y voir ça, la définition dans les bouquins, le spasme, c'est ça, c'est une rigidité. Qu'est-ce que vous avez compris par le mot spasme? Quand il y a hypocalcémie, le muscle ne contracte plus. Madame, Donc, سمات il y les a crampes. l'installation d'une rigidité musculaire. C'est lui provoque spasme. Eh, voilà, Hada, il est en train de répondre. Hadi M. Elle répond à tout le monde. Mimi, ou là, comment elle s'appelle. Oui, c'est ça. Alors, comme un rétrocontrôle négatif. Alors là, je ne comprends pas, je suis en train de lire vos réponses. Alors, s'il vous plaît, posez-moi vos questions directement, parce que là, je suis en train de lire. Oui, on a compris. Rétrocontrôle négatif. Comme un rétrocontrôle négatif, oui. Spasme, فهمناها, contraction prolongée. Ah, ok. Très bien. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions?
Non, merci docteur. Est-ce que vous avez bien compris les dyscalcémies? L'action de la parathormone, l'action de la vitamine D, comment se fait l'hypocalcémie, comment se fait physiopathologiquement, donc comment se fait l'hypercalcémie, le tableau clinique. Hypercalcémie, ça veut dire oligurie, ça veut dire déshydratation. Il faut réhydrater. Maintenant, on a du biphosphonate par voie IV, ou là, on n'a pas, on a de la calcitonine, on n'a pas, je ne sais pas. Donc, au niveau des urgences. Mais commencez déjà par une réhydratation. D'accord? Donner des corticoïdes. D'accord? Donc, déjà ça, on peut. Relation entre vitamine D et parathormone. Ah, ben, je l'ai répété plusieurs fois. Alors, la parathormone, c'est elle qui va activer l'hydroxylation de la vitamine D. أسنا نعاود نرجع لكم. أسنوني, pardon. Madame, j'ai pas compris comment l'acidose provoque l'hypercalcémie et l'alcalose provoque l'hypocalcémie. Ah, il y a très bien. أسنا نعاود نرجعوا على هاد le noir. J'arrive. أسنوني, réunion. Pourquoi ce noir? Qu'est-ce que je dois faire pour enlever le noir? Ah, voilà, très bien. Donc, نعاودو نرجعوا les plaques تاعنا, d'accord? نعاودو نرجعوا on va refaire, voilà. هاولك. L'acido basique, نبداو بالاcido basique. Oui, فهمتوه madame. l'albumine. هاو l'acido basique, شوف la plaque. Le pH, quand le pH est diminué, c'est-à-dire acidose, le lien, la liaison entre l'albumine et le calcium diminue. Si vous voulez, l'attraction entre le calcium et l'albumine diminue. Et donc, le calcium, il se retrouve libre. Il devient du calcium ionisé. Par contre, quand le pH augmente, la liaison zide entre l'albumine et le calcium. Et donc, le calcium يخرج من le plasma, c'est-à-dire le calcium ionisé, يرجع lié à l'albumine. واش قلت لكم انا؟ On fait d'hypocalcémie. واش قلت لكم؟ En cas d'hypocalcémie, عندك en même temps hypocalcémie وعندك en même temps acidose. هكذا. كي يكون عندك une hypocalcémie وتروح تكوريجي l'acidose. On va essayer de corriger l'acidose. واش راح دير l'acidose? L'acidose